Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre du Digital Habitat. Donc, je suis Didier Mignery, je suis le président fondateur de HubFactor. Je suis accompagné de Jean-François Allard, donc le directeur technique du patrimoine et de la construction de Espacil. Merci d'être présent. L'idée, c'est de faire un point avec vous sur un retour d'expérience un peu sur les démarches que l'on mène avec Espacil et Jean-François sur la démarche de la surélévation. Voilà, merci d'avoir bravé l'heure un peu particulière au milieu de la pause déjeuner, mais en tous les cas, voilà, on va essayer d'être attractif et de vous parler de notre belle expérience. Alors, l'enjeu, c'est de vous parler donc de la surélévation et de vous parler d'UpFactor, donc qui est une entreprise qui aujourd'hui regroupe, on va dire, 5 grandes expertises pour aider les bailleurs sociaux, notamment à prendre en main à la fois la détection de leur potentiel, mais aussi la mise en œuvre finalement des projets de surélévation via différents process et processus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé bien sûr de l'expertise architecturale et technique, mais surtout on a développé donc un logiciel qui s'appelle HubFactor GeoService, qui est une technologie qui permet de développer une donnée jusqu'alors un peu inédite, qui est la mesure du foncier aérien. C'est-à-dire qu'on est capable de scanner à grande échelle les patrimoines des bailleurs. Bien sûr, couplé à ça, il y a bien sûr une expertise juridique et une expertise financière, parce qu'on va le voir, le nerf de la guerre, c'est bien sûr la maîtrise du coût et du prix de revient de ces opérations. Bien sûr, il y en a quelques-unes qui se font, on voit quelques bailleurs qui se lancent dans ces opérations-là, mais c'est pas encore aujourd'hui on va dire une véritable solution en tant que telle, parce que justement, il faut pouvoir maîtriser ça, et donc c'est un peu l'enjeu d'UpFactor et de notre démarche au quotidien. Alors, la surélévation, Jean-François y reviendra tout à l'heure, mais l'intérêt, c'est bien sûr d'offrir des surfaces nouvelles, notamment en création de logements dans les zones tendues. Hein, c'est une véritable opportunité pour ça. C'est aussi l'occasion de coupler un acte de développement avec la réhabilitation du patrimoine. Et tout ça, bien évidemment, dans une démarche de préservation et des espaces libres et toutes les démarches qui sont liées à la zéro artificialisation nette. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus consommer le foncier tel qu'on le faisait auparavant. Et c'est une véritable nécessité. Et les bailleurs, en tous les cas, ont véritablement un devoir presque d'engager finalement toute leur stratégie dans cette direction. Rapidement, le logiciel, c'est un logiciel, c'est un système d'information géographique en 3 dimensions que je vais vous montrer tout de suite après, qui permet de reconstruire la hauteur des bâtiments grâce à l'exploitation de données aériennes LIDAR ou donc des relevés laser ou photogrammétriques, et qui permet de reconstituer la forme des toits. Et grâce à cette technologie, on est capable d'appliquer, après avoir intégré bien sûr les PLU, différentes règles à la fois de hauteur, de gabarit, d'emprise ou d'implantation par rapport aux limites séparatives, d'être capable de générer un diagnostic du reste à construire, parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment. Voilà, et donc c'est dans cette optique-là en fait qu'on a eu un premier échange avec Espacil à la suite d'un congrès HLM où on avait pu présenter notre solution. Alors rapidement, le logiciel, c'est voilà, donc on rentre une adresse dans notre interface, on est capable ainsi d'identifier toutes les parcelles bâties, on reconstitue la hauteur des bâtiments, on calcule les largeurs des rues, et à partir de là, on est capable de reconstituer les mètres carrés restant à construire sur l'emprise bâtie existante. Voilà. Donc ça marche également sur les emprises, on va dire les compléments d'emprise, hein, ça va faire en densification, mais vraiment le nerf de la guerre, en tous les cas pour HubFactor, c'est vraiment de mesurer cette donnée qu'on appelle donc le foncier aérien. Nos clients aujourd'hui, c'est bien sûr les bailleurs sociaux, mais également les copropriétés qui se servent un peu de ce process pour développer des stratégies de rénovation globale. Et forcément, avec les bailleurs, on a aujourd'hui été capable, bien sûr, en premier lieu, de travailler en région Île-de-France, mais également en région, donc dans les grandes métropoles. Et on est très content d'avoir pu travailler notamment sur le patrimoine de Rennes avec Espacil, d'autant plus qu'un de nos financeurs, investisseurs qui est rentré dans notre capital en 2019 et le journal Ouest France, donc via son fonds d'investissement Sophie Ouest. Donc voilà, donc un vrai intérêt à la fois pour le territoire et bien sûr pour l'acteur local qui est Espacil. Donc rapidement, je vais laisser la parole à Jean-François pour qu'il nous raconte un peu sa perception de tout ça.
L'idée était vraiment, lors de notre première rencontre, de montrer comment Upfactor pourrait aider Espacil à prendre en main et à connaître son patrimoine, surtout à évaluer les possibilités de tout ça. Voilà, Jean-François, je te laisse la main Merci avec plaisir. Didier. Merci. Bonjour à tous. Donc rapidement pour resituer, hein, donc Espacil Habitat, donc filiale du groupe Action Logement. Donc on a 25 000 logements, hein, donc principalement en Bretagne et également en Île-de-France, hein, avec un peu plus de 6 500 logements étudiants et jeunes actifs. En termes de production, c'est 1000 logements agréés par an et c'est 550 réhabilitations thermiques. Voilà, pour reposer un peu le contexte. Alors au niveau de la géolocalisation, là, ce qu'évoquait justement Didier, c'est qu'au niveau de la métropole rennaise, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un territoire en plein développement économique, hein. On a de nombreuses constructions et de ZAC, hein, en déploiement sur le territoire, portés par les promoteurs, bailleurs sociaux ou encore bailleurs privés. C'est un territoire qui attire de plus en plus, hein, la Bretagne, se trouvant aujourd'hui à 1h45, hein, de Paris en TGV. Et on a aussi l'effet un peu de mise au vert, hein, du télétravail, etc., qui est en train de s'accentuer. Donc tout ça pour dire que le foncier qui était déjà rare se raréfie encore plus. Et donc de ce constat, et suite à la rencontre, hein, qu'on a faite avec Upfactor et Didier Minury, on a trouvé cette démarche intéressante de scanner notre patrimoine pour voir un peu les potentiels sur le sujet. Donc on a donc sollicité Upfactor et on s'est ciblé sur Rennes Métropole, la métropole rennaise, en ciblant, et là c'est important, notre patrimoine qui était à réhabiliter, mais planifié dans notre PSP. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de voir, effectivement, il y a une potentielle éventualité, on va voir, on l'applique. Non, on est resté dans notre logique globale de programmation travaux réhabilitation et de voir sur ces réhabilitations projetées quel bâtiment potentiellement on pouvait surélever. Donc on a profité bien sûr de ce levier, hein, sur ce parc ciblé. Et la conclusion donc de cette étude, qui est assez impressionnante, c'est qu'on a vu qu'il y avait 120 bâtiments sur Rennes Métropole avec un potentiel de surélévation. 120 bâtiments, dont 73 directement ciblés sur la ville de Rennes. Donc un vivier, un développement important sur notre propre patrimoine. Donc les intérêts clairement, hein, là-dessus, sur l'approche rapide, c'est qu'on a un potentiel existant incroyable chez chacun des bailleurs, hein, par rapport à cette surélévation possible. C'est que c'est une nouvelle forme de développement qu'il faut qu'on acquérisse, hein, et qu'on développe, c'est-à-dire non plus à l'horizontale, mais à la verticale. Et aujourd'hui, une belle opportunité au vu de la prospection foncière, hein, parce que voilà, à l'heure du confinement, bah voilà, c'est compliqué d'aller voir les élus, etc. Et c'est aussi quelque part une facilité de voir ce qui existe dans nos bases de données. Également, à travers cette surélévation, bah, il y a la mixité possible. Vous verrez, nous, quel axe on a pris pour surélever, mais par rapport à la création de l'offre nouvelle, on peut à la fois faire de l'accession, du privé, du logement social. Enfin, voilà, il y a différents sujets là-dessus. L'intérêt aussi, clairement, c'est la revente du foncier aérien. On peut le revendre à un tiers, ou le valoriser du moins. Et la rapidité de décision, parce qu'on est chez nous. Donc, il n'y a pas d'histoire de viabilisation d'une parcelle, de modification ou autre. On est, voilà, décision rapide, le fait qu'on est chez nous et une mise en œuvre. Alors, par rapport à ça, on a souhaité continuer après cette géolocalisation et passer sur une opération pilote pour poursuivre l'étude. Donc là, on s'est arrêté sur l'opération, sur la slide suivante, de l'opération qui est située à Rennes, l'opération Rennes-Cork. Donc, c'est 29 logements, hein, qui ont été livrés en 88. Et donc, sur cette opération, on avait la possibilité de rajouter un peu moins de 1400 mètres carrés, hein, de surface de plancher. Donc, c'est l'équivalent de 2 niveaux qui représentent 19 logements. Donc, on passe d'une résidence de 20 logements à, in fine, 49 logements. Donc, le montage envisagé sur cette résidence, c'était de travailler avec notre filiale coopérative, hein, Espacil Accession, pour venir créer au niveau de l'offre nouvelle de l'accession à la propriété. Donc, on a une approche déjà de mixité sociale avec des logements sociaux existants qui vont être habilités et l'offre nouvelle avec l'accession à la propriété pour aussi assurer le parcours résidentiel. Et on profite bien sûr de l'offre nouvelle pour réhabiliter les bâtis existants en dessous. Voilà, faire d'une pierre deux coups. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est sur cette opération pilote, donc on est au stade de la conception-réalisation. On a voulu faire partir ça sous forme de conception-réalisation pour challenger aussi un peu les entreprises générales avec leur mandataire, bien sûr, maître d'œuvre, en ayant aussi des coûts ciblés. Donc, nous, nos coûts, hein,
qu'on pratique sur l'habitation, ils sont de l'ordre de 30 à 40 000 euros par logement. Et sur la construction, on va les challenger pour aller chercher un coût de construction à 1 550, 1 600 euros par mètre carré échappé. L'idée étant, parce que techniquement c'est possible, mais c'est bien de rester dans les critères de nos coûts et de nos équilibres d'opération pour que ce soit un scénario viable. Et on va en reparler un peu plus tard, mais on va faire aussi appel à la construction modulaire, donc la construction hors site, pour plusieurs avantages, notamment d'éviter de la nuisance sur site, parce qu'on sera bien sur des logements occupés, sur les logements du dessous, et aussi bien sûr par rapport au poids, et notamment les ossatures bois en modulaire, par rapport à la descente de charge qu'on peut envisager. Donc ça, c'est le côté dépenses. Donc en face, on va avoir bien sûr le côté recette. Donc le côté recette sur ce montage-là, c'est-à-dire que nous, Espacil Habitat, on va revendre à notre filiale Espacil Accession le foncier aérien. Donc ça fait une recette d'exploitation qu'on va pouvoir réinjecter dans la réhabilitation du bâti. Et on a aussi, donc là, plutôt à l'échelle du groupe, à la revente des logements, qui va bénéficier aussi là à l'ensemble du groupe. Donc voilà, un aspect important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on profite de cette surélévation pour requalifier aussi notre bâtiment existant. C'est-à-dire qu'on va utiliser le procédé technique, Didier pourra peut-être y revenir un peu plus techniquement, mais on va venir enjamber le bâti existant avec un squelette métallique, avec une ossature métallique. Donc on va pouvoir rapporter des balcons sur nos logements existants, et donc la surface annexe et la valoriser, mais aussi du confort pour nos locataires. Et on va pouvoir aussi, par exemple, intégrer des ascenseurs. On améliore aussi le confort. Donc voilà, on métamorphose vraiment la résidence en lui donnant certes une plus-value par rapport à la surélévation, mais aussi sur le bâti même et l'enveloppe même du bâtiment. Donc il faut savoir aussi que ce projet-là a été valorisé en interne au niveau d'Action Logement. On a des actions d'innovation qui sont un peu récompensées au niveau du groupe Action Logement. Donc, c'est dans le cadre d'Ali Innov, Action Logement Immobilier pour l'aspect innovation. On a inscrit ce dossier sous le nom de code L'avenir c'est toi, toi TOIT. Et donc, il a été lauréat. Et donc, l'idée là-dessus, ça nous permet, certes, d'avoir déjà un appui en termes financiers du groupe, parce que voilà, il y a une subvention dédiée particulière par rapport à l'aspect innovant, mais aussi en termes de valorisation. Parce que d'ailleurs, on va mesurer, capitaliser, et l'idée, c'est bien de dire, OK, on fait quelque chose d'innovant, mais voir comment on peut le déployer, aussi bien chez nous pour Espacil Habitat, et demain aussi pour l'ensemble des filiales, par rapport à ce nouveau sujet. Donc, la démarche par rapport à ça a aussi fait quelque part des émules, parce que donc, on a présenté le sujet au niveau de la métropole, qui a vu clairement un réel vecteur de développement, et qui va même peut-être intégrer ça dans son futur PLH pour limiter justement l'étalement horizontal et de construire la verticale, et donc aussi limiter l'artificialisation des sols, c'est un peu le but. Et d'autres communes aussi sont demandeurs de voir arriver ces process sur les bâtiments qu'on gère, mais sur leur commune, pour aussi densifier notamment les centres-villes. Et on a une commune juste à côté de Rennes, en périphérie de Rennes, qui souhaite qu'on surélève un bâtiment parce que les gabarits aussi avoisinants le permettent. Et il voudrait qu'on réhabilite ce bâtiment et qu'on propose aussi de surélever ce bâtiment. Donc là, les études qui ont été faites par Upfactor, c'est qu'on est aujourd'hui sur une résidence de 56 logements. On pourrait en rajouter 40, donc quasiment la moitié. Donc on passerait une opération à 106 logements. Donc, ce qui permet aussi de requalifier le bâtiment, d'amener une offre nouvelle, et puis aussi de mixer la population à l'échelle d'une commune. Là, c'est important aussi là-dessus sur le regard élu. Voilà. Très bien, super. Merci Jean-François pour cette belle revue un peu de l'expérience et des bénéfices que la surélévation et la démarche commune apportent, notamment pour Espacil. Ce que je tiens à souligner également, c'est la démarche d'innovation qui est portée par Espacil depuis le début, c'est-à-dire que de par la perception aussi de cet important potentiel, on a dit plus de 120 bâtiments, plus de 70 éligibles sur la métropole de Rennes, donc vraiment sur Rennes, même intramuros, donc des vraies opportunités de faire. Ça met en perspective les investissements préliminaires, forcément, parce que il y a le coût du scan, bien évidemment, ça a un coût, mais il y a ensuite les études préliminaires qui sont un peu une prise de risque, on le comprend pour le bailleur, donc ça, on a bien conscience de ça. Mais par contre, ça permet d'être
en amont et d'apporter justement des solutions à des métropoles, ou notamment la métropole de Rennes, avec des ambitions environnementales et écologiques assez importantes, et où là, finalement, bah, le rôle du bailleur devient aussi un rôle d'aménageur, entre guillemets, de l'espace urbain, en même temps qu'il réhabilite son propre patrimoine. Donc voilà, je trouve que c'est une formidable démonstration. Euh, on a parlé rapidement là des problématiques, enfin en tout cas du sujet hors site. Moi, je peux y revenir 30 secondes en disant que c'est une démarche qui est portée aujourd'hui effectivement par l'ADEME et par plusieurs, on va dire, programmes d'innovation, d'investissement d'avenir, pardon, dont notamment l'un, nous sommes lauréats avec UpFactor, le Centre technique et industriel de la construction métallique et FAIA. On a notamment travaillé en amont avec des entreprises du bassin, on va dire rennais, hein, pour essayer de travailler avec aussi les entités locales et voir comment finalement ces projets de surélévation sont capables d'engager une véritable démarche d'innovation, mais à l'échelle d'une métropole, c'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, le bailleur en tant que donneur d'ordre, mais aussi les entreprises locales qui sont capables de se mobiliser pour dire, bah tiens, on va réfléchir à ça. Voilà. Là, peut-être qu'on peut parler d'un point qui est peut-être un point un peu peut-être plus difficile, qui est celui de la passation de marché, où effectivement, on voit bien la complexité, innovation et de l'autre côté du marché, où finalement, on est en train de tâtonner un petit peu sur ces recherches, parce que les prix cibles, effectivement, pour rester on va dire dans l'épure de la création de logements, ils sont quand même assez serrés. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Jean-François, de ces sujets? Oui, tout à fait. Alors nous, on a pris parti là de lancer en conception-réalisation le témoin, hein, le pilote, parce que c'est une procédure qu'on maîtrise, hein, je dirais. Mais l'idée derrière, c'est d'en tirer bien sûr les bénéfices et demain de faire partir sous forme d'accord cadre. D'accord cadre, parce que voilà, comme vous l'avez bien compris, l'idée après c'est de déployer et de multiplier les différents potentiels, et donc de déclencher, une fois que l'accord cadre sera lancé, de déclencher en fait les commandes pour venir greffer justement ces modulaires, ces surélévations sur le bâtiment existant. Et donc de pas systématiquement relancer une consultation, etc. en fonction des sites, mais de bien voir l'accord cadre avec le groupement, hein, c'est-à-dire le mandataire et ses équipes les entourant pour justement qu'on soit efficace et assez rapide là-dessus. Donc, le projet derrière, c'est bien de transformer l'essai et de passer après sous forme d'accord cadre pour qu'on soit efficace dans le déploiement. On voit bien effectivement ce matin dans le premier webinaire que nous avons organisé avec Batigère, ils sont partis sur une démarche plutôt de contrat de promotion immobilière avec la valorisation, la cession d'un droit à construire, mais avec on va dire une délégation quelque part de la maîtrise d'ouvrage à un tiers. On voit bien que l'autre solution est aussi possible, hein, où en fait finalement le bailleur avec ses compétences de maître d'ouvrage, et je dirais que c'est aussi une des qualités des bailleurs sociaux français, c'est d'avoir ces compétences très importante de maîtrise d'ouvrage, donc à la possibilité de porter ce genre d'opération, avec aussi cette démarche un peu innovante de démultiplication. Et effectivement, le processus d'accord cadre est effectivement très intéressant pour cela. Si on revient sur le schéma aussi espacile accession, dans cette volonté de faire justement du multi-programme, est-ce que cette démarche d'accession sociale, elle pourrait, dans le cadre de, par exemple, de développement de logements intermédiaires, elle pourrait également se prolonger? Oui, alors là-dessus, effectivement, bon, là, c'est ça, on a pensé très rapidement à notre filiale Facile Accession, étant en Rennes intramuros, il y a une grosse demande d'accession à la propriété sur Rennes et aussi du parcours résidentiel. Mais on l'imagine aussi par rapport justement aux communes dont on pourrait faire ces projets de surélévation. Donc, il y a tout de suite une relation entre l'offre et la demande, notamment en termes d'accession à la propriété. Et comme tu le disais, donc sur le deuxième projet que j'ai présenté, sur la commune avoisinante, là, on va rester du purement locatif, c'est-à-dire que l'offre nouvelle qu'on va créer, ce sera du logement locatif social. Donc, on sera à la fois avec du logement locatif social existant, mais de l'offre nouvelle en surélévation. Donc, on va porter ça par la maison mère, à Espace Habitat. Mais là, le vrai vecteur, c'est le vecteur financier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de foncier à acheter ou à acquérir. Le foncier, il existe chez nous. Et donc, on a tout de suite une réelle économie, hein, de l'ordre de 30%, très clairement, sur le coût de construction de ce qu'on va créer au-dessus. Donc, il y a différents modèles. On peut même demain aussi, bon, nous, on n'est pas dans cette philosophie, mais on peut même demain imaginer revendre à un tiers, à un syndic de copropriété ou à un promoteur privé, ces valorisations foncières pour que lui vienne développer une offre en VFA ou autre, mais
sur nos toits. Donc Tout à voilà, il y a fait. plein de possibilités derrière qui peuvent s'imaginer et des modèles économiques qu'on doit travailler, mais qui ont une réelle potentiel pour les bailleurs sociaux. Alors pour évoquer aussi finalement tous les sujets, on voit notamment notamment dans ce démonstrateur là qu'on évoque en périphérie de la métropole, aujourd'hui un des freins à la surélévation, c'est notamment l'obligation de créer des places de stationnement dans certains PLU, hein, puisque aujourd'hui, alors à Paris, il n'y a plus de besoin de stationnement. En tous les cas, les stationnements ne sont plus nécessaires pour une opération nouvelle. Mais dans beaucoup de métropoles, l'obligation de stationnement est un frein, malgré tout, à la création de logements. Euh, comment envisages-tu un peu tout ça et comment tu imagines les négociations avec la métropole sur ces sujets? Alors là, c'est aussi au cas le cas, hein. Il s'avère que sur le démonstrateur, on avait la place disponible en sous-sol parce qu'on avait un parking public, hein, en face du bâtiment. Mais là, c'est vraiment au cas le cas et c'est une donnée d'entrée en fait. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans le domaine de la surélévation, c'est de faire déjà un constat de ce qui existe en place de parking, parce que là, c'est clairement une contrainte, hein, du permis de construire urbanistique. On n'a pas le choix. De voir aussi tous les aspects, je dirais, accessibilité. Il y a un gros sujet parce que la surélévation représente un montant global de travaux, hein, mais qui doit être pris aussi avec les montants de la réhabilitation. Et donc là, c'est la règle du montant réhabilité qui s'applique, hein. Et donc, si on dépasse 80% de la valeur vénale du bâti existant en termes de travaux, hein, surélévation et réhabilitation, on se doit de rendre le bâtiment accessible. C'est aussi un critère donné d'entrée. Donc, stationnement, hyper important. Accessibilité, aussi sécurité incendie. Mais ça, les équipes du facteur savent aussi nous sensibiliser là-dessus parce qu'il y a un réel impact, hein, sur ce qu'on va mettre au-dessus. Et donc, la classification du bâtiment, les issues de secours, j'en passe et des meilleurs. Un sujet sur la sismicité, mais ça qui est, qui est plutôt maîtrisé. Et bien sûr, l'approche structurelle. C'est-à-dire comment notre bâtiment, enfin, que peut supporter notre bâtiment existant. Alors souvent, il y a des coefficients de sécurité, donc on s'aperçoit qu'ils sont quand même dimensionnés pour acquérir déjà une surélévation potentielle, mais il faut quand même l'approfondir et de voir en termes de descente de charge, la notion de descente de charge, s'il y a des renforcements en termes de fondation ou de superstructure à assurer. Donc voilà, il y a, je dirais, ces différents critères-là à analyser en amont avant de se lancer sur un projet de surélévation, mais qui ne sont pas des freins en soi, hein, parce qu'on voit qu'on a réussi à trouver des solutions. Et puis aussi, si vous faites accompagner des métropoles ou des communes, bon, il existe des dérogations, hein, qui sont de plus en plus compliquées à avoir, mais voilà, c'est aussi des choses qu'on peut aborder avec eux par rapport à ce nouveau vecteur de développement. Ouais. Dans la structuration finalement aussi de la maîtrise d'ouvrage, finalement aujourd'hui on a souvent chez certains bailleurs à la fois le développement qui du coup est souvent notre premier interlocuteur avec notre logiciel où on scanne, on fait le lien avec le PSP, finalement on détecte les opportunités. Après ça passe dans une cellule plus montage d'opération. Souvent chez les bailleurs il y a le neuf d'un côté, la réhabilitation de l'autre. Comment est envisagée un peu la logique chez Aspacil? Alors là, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve. Alors, on est dans la même entité, hein, mais voilà, chacun est sur ses métiers propres, mais on se rend compte que voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui font de la réhabilitation, qui se mettent autour de la table avec des gens qui font de l'accession, ce qui se fait pas naturellement, hein, dans chaque organisme, hein. Je pense que ceux qui sont bailleurs sociaux autour de la table se reconnaissent là-dessus. Ou pareil, il y a même au niveau réhabilitation et construction neuve. Donc voilà, ça permet aussi de baisser ces barrières et ces freins et puis de travailler ensemble, quoi, dans le même organisme sur un sujet commun. Et donc ça, c'est hyper valorisant aussi, hein, en termes de ressources humaines internes, au-delà du projet opérationnel en tant que tel, hein. C'est hyper intéressant. Ouais. Super. Bon, bah écoutez, super, merci beaucoup Jean-François. Je sais pas, on peut peut-être prendre quelques questions, s'il y a quelques questions qui émergent. Je crois qu'il y en avait une qui a dû arriver, je sais pas si. Sur l'accompagnement, je crois, en amont, effectivement, c'est tout l'intérêt des études réglementaires que l'on génère, on va dire, en amont des projets, c'est-à-dire qu'on détecte les potentiels et derrière, on accompagne dans une démarche, on va dire, d'analyse et d'étude les différents potentiels pour définir finalement les meilleures opérations possibles, mais aussi tous les risques évoqués par Jean-François tout à l'heure, de manière à choisir les meilleurs démonstrateurs et de s'engager et engager surtout le maître d'ouvrage dans une démarche
de projets un peu sécurisés. Sachant que l'enjeu, la complexité, vous le savez tous, hein, c'est vraiment l'enjeu du maîtrise du coût, du prix de revient de l'opération. C'est vraiment ça qui est le plus important. Voilà. Je vois qu'il y a une petite question aussi sur le coût des prestations au factor. Alors, c'est très simple, hein, aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs gradations, mais la première chose, c'est une mission de cadrage qui permet d'identifier le patrimoine, de le géoréférencer, de pouvoir identifier les bâtiments qui sont les plus intéressants et en croisant ces informations avec le PSP, le plan de stratégie patrimoniale. Donc ça, c'est une première étude qui vaut à peu près 3500 euros. Et ensuite, on fait un scan. Ça vaut à peu près 500 euros par bâtiment en fonction du nombre de bâtiments qu'on a retenu. Voilà, c'est ce qui permet de générer, de faire le croisement et d'avoir les informations, on va dire, à l'échelle d'un patrimoine. Ensuite, les études réglementaires et approfondies, c'est plus des études de faisabilité classiques qui permettent, une étude réglementaire, c'est 3000 euros, qui permet de déterminer une première visualisation, un nombre de mètres carrés et un nombre de logements, et ensuite une étude approfondie, qui est généralement entre 25 et 30 000 euros, avec les premières études techniques pour sécuriser finalement le montage d'opérations. Voilà, donc c'est un package un peu qui dépend un peu de la granulométrie et du nombre de, de bâtiments à analyser, mais voilà, c'est malgré tout sans commune mesure avec le prix ou l'achat d'un foncier pour monter une opération. Donc c'est vrai que c'est ça l'intérêt aussi du digital et de cette opération et du scan de patrimoine que l'on propose de manière large et qualifiée. Voilà. D'autres questions peut-être? Non, très bien. Bah, hop. Merci beaucoup à Jean-François de nous avoir octroyé cette demi-heure pour parler de cette Merci à expérience. vous. C'est vraiment une superbe expérience qui est en train de se concrétiser et qui est dans lequel on a beaucoup d'espoir. On a été récompensé par Alinov, donc ça c'est super. Voilà, et donc vivement qu'on puisse communiquer auprès de tous, voilà, nos belles réussites. Voilà. Merci et à très bientôt. Bien sûr, ce petit webinaire a été enregistré et il sera disponible en visio pour ceux qui le souhaitent. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.